Tenez! Vous qui cherchiez l'homme de la rue, eh bien voilà l'homme de la route. Est-ce qu'on descend? Oui, on le prend si vous voulez. Allez, en route! Allez, en route, en route! On survole le château! Notre-Dame. C'est Saint-Germain-des-Prés? On va se poser par là. Si vous êtes libre, je vous emmène déjeuner chez Libre. Tu mets? Non, merci, je fume la pipe. Ah. Oui. Alors, vous allez rester quelque temps à Paris? Oh, une huitaine de jours seulement. Ce sont des courtes vacances. Oui, et alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, j'ai... Non, pas du tout. C'est déjà tout un programme d'établi. C'est des choses assez intéressantes à voir, des choses que vous-même, Parisien, ne visitez pas souvent, je pense. Tenez. Les catacombes? Oui. La monnaie? Ah oui, ça. Oui, ça vous intéresse. La conciergerie? Le musée Grévin aussi. Ça m'amuse. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Vous avez la chance de venir à Paris, au milieu d'une époque, au centre du monde, au bord des temps nouveaux. Oui. Et tout ce qui vous intéresse, ce sont les ruines. Les ruines, non, enfin... Bah oui, enfin, tout de même. Notre époque présente, ce qui est autour de nous aujourd'hui, ne vous intéresse pas. Ben, je peux vous avouer que si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être choisi une autre époque. C'est ça, c'est le discours classique. Bah, vous auriez aimé vivre sous Charles le Chauve, Charles le Fou, Charles le Téméraire. Et vous êtes au milieu du XXe siècle, au milieu de gens qui préparent des miracles, qui pensent des miracles, qui vivent des miracles, qui les prévoient, et ça ne vous intéresse pas. Non, c'est pas que ces gens ne m'intéressent pas, seulement comme j'aurai jamais l'occasion de les rencontrer personnellement. Ah, c'est une autre histoire. Jean, l'addition, c'est... Non, ça je vous en supplie, laissez-moi. Oh, pensez donc. Non, écoutez, vous avez déjà beaucoup trop plaisir. C'est gentil pour m'emmener en hélicoptère. Merci beaucoup. Vraiment confus. J'espère que je pourrai à mon tour vous inviter à déjeuner ou à dîner. Un de ces jours, ça me fera très plaisir. Ah oui, peut-être. Seulement, je ne sais toujours pas votre nom, je ne sais pas où vous trouvez. Ah, voilà. Mais vous savez, ça n'a aucune importance. Qui vous êtes, qui je suis, tout ça n'a aucune importance. Vous aurez sûrement l'occasion de me rencontrer par ici. Ah oui, très souvent dans le quartier.
Ah, mais ils sont complètement sonnés. Oh, monsieur, c'est navrant, navrant. Vous avez vu? Mais quelle mœurs, vraiment. Suivez-moi, monsieur, allez vous sécher. On sait comment, regardez-moi, je suis complètement Ah trempé. oui, je vois. Non, mais entrons ici, C'est ça agréable. Non, regardez-moi. Eh bien, faites comme chez vous. Moi, je dois retrouver des amis. À tout à l'heure. Excusez-moi, monsieur. Oh, pardon, mademoiselle. Je me pardonne. Ah, je vous en prie, monsieur. Bien des choses dans ma vie, mais je peux vous avouer, j'ai jamais encore mis les pieds dans ces caves. Qu'est-ce qui vous a décidé? Ça, chère mademoiselle, c'est une autre affaire. Ah oui? Bonjour, Bonjour. ça va? Il y a un type là-bas qui répond au signalement. Il est au fond, regardez. Quel est ce type? Où ça? Là-bas. Ça y est, c'est lui. J'ai bien fait de descendre. Vous pouvez pas manquer de venir visiter vos caves musicales. Un provincial, je l'aurais parié. Cigarette? Non? Voulez-vous prendre un verre avec moi? Je comprends. Elle ne parle pas le français. On parle pas le français? Qu'est-ce qu'elle parle alors? Portugais. Portugais? Dommage. Oh, j'étais seul, désespéré. Enfin, vous voilà mon merveilleux, mon unique ami. Le sanctifions et instant. Donnez-moi votre main. Voilà. Des menottes. Oh, rien, c'est l'amitié, c'est à la vie. Enlevez-moi ça, monsieur, c'est ridicule. Dites-les, vous voyez, ou... Oui, vous me donnez cette pièce absolument grotesque. Sortir, voler. Moi, dans l'histoire, je suis abandonné. Ils sont complètement cinglés, ces gens-là. Et c'est ça, les existentialistes? Enfin, comme ça. Ah, c'est du joli. Je souhaiterais en rencontrer un vrai, pas un de ceux-là. Non, un de ceux qui sont responsables de cette mentalité. Je lui dirais ma façon de penser. Bien, écoutez, vous pouvez pas mieux tomber. Regardez cette fenêtre éclairée. Vous êtes exactement en dessous. Vous en avez un là. En dessous de chez qui? Sartre. Jean-Paul Sartre? Oui, Jean-Paul Sartre. J'y vais. Bien, risquez votre chance, Coco. 4e à gauche. Monsieur, je m'excuse de vous déranger, mais ce qui m'arrive est incroyable. Je suis venu passer quelques jours à Paris, je suis venu passer 1 heure dans ce quartier, on commence par me jeter un seau d'eau sur le crâne, ensuite on m'entraîne dans une cave, une fumée aveuglante, une foule considérable, enfin une espèce d'androgyne me bouscule, et pour finir on passe les menottes au poignet. Mais enfin, monsieur, je ne vois pas pourquoi vous me dites ça. Parce que vous en êtes responsable, monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Et alors? Mais c'est monsieur qui voudrait vous parler. Ah, parce que vous... Pardon, j'aurais dû... Vous n'êtes pas journaliste, monsieur? Ah non, non, non. Vous allez rentrer. Alors, si je comprends bien, vous me tenez pour responsable de vos mésaventures. Responsable, le mot est peut-être excessif, mais vous avez une telle influence. Alors, vous êtes venu ici pour me demander quelque chose. Eh bien, imaginez que un homme quelconque, tombe du ciel un soir en pleine nuit et s'asseye ici dans votre bureau. Un homme qui ne soit pas tout à fait d'accord avec son époque. Qu'auriez-vous à lui dire? Ben, je lui dirais d'abord que le fait d'être contre son époque, c'est encore une manière d'être d'accord avec elle. Vous pourriez peut-être m'expliquer ça. Bon, eh bien, de quoi êtes-vous mécontent? Oh, comme si vous ne le saviez pas. De tout. De tout. De la bombe atomique et des femmes qui se baladent en pantalon. Des grosses bagnoles qui ne s'arrêtent pas quand on fait l'autostop. Et ça juste le jour où les cheminots trouvent moyen de se mettre en grève. Le gouvernement. Les impôts. Les 200 familles. Et cette musique, cette peinture, cette sculpture auquel on ne comprend rien. Et la criminalité infantile. Les J3 assassins, vous trouvez que c'est du propre? Ah non, vraiment, c'est une drôle d'époque. Vous êtes employé de commerce, n'est-ce pas? Oui. Comment savez-vous? Ben, parce que vous venez de me le dire. Moi, j'ai pas dit un mot de moi. Vous m'avez renseigné sur vous. Vous êtes bien habillé, mais vous avez du ressentiment contre les grosses fortunes.
Et en même temps, vous avez contre les ouvriers cette antipathie fraternelle de la petite bourgeoisie qui tient à se distinguer du prolétariat. Puis vous avez un tas de lieux communs tout prêts à sortir. Tenez, les grèves, vous n'êtes sûrement pas contre. Vous êtes trop sympathique. Seulement, on dit comme ça en vendant. Les femmes des ouvriers ont des bas de soie. Ou bien les ouvriers mangent du poulet le dimanche. On glisse ça dans l'oreille du client, ça fait sourire et ça fait acheter. Le commerce est une danse de séduction. Et comme vous dépendez de la bonne et de la mauvaise humeur des clients, vous vous représentez que tout dans la société dépend de la bonté ou de la méchanceté des gens. Vous croyez que les crises économiques sont dues à la maladresse des gouvernants, le chômage à la paresse des ouvriers. Au lieu d'attribuer les événements à l'action de facteurs généraux et indépendants de notre volonté, vous trouvez plus facile d'en rendre les personnes responsables. Ça vous permet de vous mettre en colère. D'abord parce que la colère est un sentiment agréable, ensuite parce que le grand public est mécontent par définition, et qu'un bon vendeur doit lui refléter son mécontentement. Alors, c'est la société qui m'a fait ce que je suis. Et mon mécontentement n'est pas à moi. En un sens, non. Vous l'avez pris avec le lot. Ouais. Là, si la société m'a fait ce que je suis, c'est pas moi qui suis responsable d'elle. Ah, n'allons pas si vite. Elle vous a fait, mais vous le lui rendez bien. À partir du moment où vous acceptez d'être ce qu'elle vous a fait, c'est vous qui la faites. Donc, vous êtes mécontent. Oui. Mécontent des autres, pas de vous. Bien entendu, les autres. C'est innocent, quoi. Innocent de tout. Voilà. Et vous êtes beaucoup d'innocents en France? Pas mal, merci. Il y a encore des honnêtes gens. Si vous êtes si nombreux que ça, vous commencez à ne plus être tout à fait aussi innocent. Ça y est, nous voilà coupables. Écoutez-moi, les révoltes dans les colonies, bien sûr, ça n'est pas les honnêtes gens qui en sont responsables. Naturellement, non. Et les grèves des mineurs. Et la guerre froide. Et l'Allemagne. Et les difficultés de l'ONU. Bien sûr que ce n'est pas nous. Et vous n'avez pas honte? C'est toute l'époque que je viens de vous décrire, et vous m'expliquez que la puissante confrérie des honnêtes gens la laisse aller à volo et n'intervient jamais. À vous tous, vous êtes responsables. Nous tous, mais on ne se connaît pas. Au contraire, vous ne voyez que vous. Vous vous rencontrez partout, dans les magasins, dans la rue, dans les spectacles. Vos visages dignes et sévères se renvoient les uns aux autres la mauvaise humeur du siècle. Il suffit que deux bourgeois se saluent pour qu'ils se mettent dans un état d'indignation sacrée. Vous avez créé le mécontentement, le racisme, la xénophobie, la psychose de guerre, le marasme des affaires, d'être la mauvaise humeur de la France et son complexe d'infériorité. Moi? Bah, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'ai pas l'impression d'être comme tout le monde. Mais vous en avez vu beaucoup, des types qui avaient l'impression d'être comme tout le monde? Non. Vous voyez, vous ressemblez à tous les autres. Vous prenez pour un original, comme tout le monde. Vous êtes un honnête homme, comme tout le monde. Un type qui répète tout le temps, c'est pas moi, j'ai rien fait, comme tout le monde. Tout le monde explique que les choses vont comme elles vont à cause de la méchanceté des autres. Et comme finalement chacun pense que ce sont les autres qui ont tout fait, chacun est seul et condamne tous les autres à être seuls. Vous vous retirez du monde, vous croisez les bras et vous le jugez debout, chacun sur une petite île. Vous êtes responsable de la solitude de notre époque et de tous les maux qui découlent de la solitude. Quels mots? Et bien par exemple le crime. Vous avez créé pour les autres l'univers de la faute et du crime. Le mal, c'est vous qui l'avez inventé. C'est tout ce que vous avez envie de faire et que vous n'avez jamais fait par peur du qu'en dira-t-on. C'est-à-dire de l'opinion de tout le monde. Vous parlez tout le temps du mal parce que vous regrettez tellement de ne pas le faire. J'ai jamais fauté, mais ce ne sont pas les occasions qui m'ont manqué. Quand on voit ce que font les autres, on se dit qu'on est trop bête. Le criminel, c'est un type qui vous fascine et que vous haïssez parce qu'il fait ce que vous avez envie de faire. Toute l'époque est un miroir qui vous renvoie votre visage et vous refusez de le reconnaître. Le criminel, c'est vous. Le type du marché de noir, c'est vous. Alors il faut que je dise, le chômeur, c'est moi. Les enfants assassins, c'est moi. Le docteur Petiot, c'est moi. La bombe atomique, c'est moi. Exactement. Vous parlez d'un boulot, c'était éreintant. Pas plus que de passer sa journée à dire « Les chômeurs, ça n'est pas moi. Les enfants assassins, ça n'est pas moi. La bombe atomique, ça n'est pas moi. » Mais alors à ce compte-là, Einstein, c'est moi. Charlot, c'est moi. Bernard Shaw, c'est moi. Roosevelt, c'est moi. Staline, c'est moi. Picasso, c'est moi. André Gide, c'est moi. Attention. Oui, si vous essayez de les comprendre, de comprendre leur œuvre, de l'installer en vous et d'en tirer les conséquences par vos actes. C'est une belle époque, vous savez. Malgré la bombe à l'hydrogène. Malgré la bombe à l'hydrogène. Jamais peut-être il n'y a eu tant de menaces contre les hommes
Et jamais les hommes n'ont eu une conscience si claire de leur liberté. Ça ne vous tenterait pas de réunir en vous tout seul toutes les angoisses et toute la conscience des hommes? C'est selon. Mais je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Mais je suis bien content d'être venu. Vous ne m'en voulez pas? Je vous en voudrais si vous étiez comme ces imbéciles qui viennent faire perdre mon temps pour colporter ensuite des ragots stupides. Mais comme je suis sûr que cette conversation vous aidera à regarder d'un peu plus près notre époque, ben, je suis content moi aussi. Alors, eh ben voilà. Mais il y a 2 heures que je vous attends. Eh oui. Je croyais que vous étiez allé lui passer un poil. Pas du tout, nous sommes quittés les meilleurs amis du monde. Alors venez me raconter ça, hein? Oui. En somme, vous ne regrettez plus tellement le temps des catacombes, ni celui de Charles le Chauve. Non, les catacombes, j'y pense plus beaucoup, non. Non, j'ai été vraiment très impressionné par ma conversation avec Sartre. Il a raison, vous savez. Oui. Mais nous sommes tous solidaires de tout ce qui se passe autour de nous. De tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tenez, montrez-moi votre journal. Merci. Il a raison. Ce monde grouille autour de nous. Je me demande pourquoi. Pourquoi ces événements d'aujourd'hui? Ces émeutes, ces crimes, ces accidents, ces découvertes, ces jeux, ces suicides. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi un crime? Pourquoi ce crime? D'après Sartre, nous sommes tous responsables, à mon sens. Vous voyez, vous, dans la peau d'un criminel? Qui sait? Vous commencez à m'intriguer, vous savez. Enfin, j'insiste pas. Écoutez, si vous vous intéressez tellement au crime, pourquoi n'allez-vous pas voir un spécialiste? Mais oui, un criminologue, un sociologue, un psychanalyste. Vous pourriez m'arranger ça? Mais oui, si vous voulez. Oh. Continuez. Et maintenant, je n'en suis plus tout à fait sûr. De quoi donc? Eh bien, de ne pas être venu pour une consultation ordinaire. Sartre m'a tellement dit que j'étais responsable de tout que... Enfin, voilà. Je voulais vous demander si notre époque n'est pas particulièrement criminelle. Ne croyez-vous pas que le public a un goût inquiétant pour les faits divers? Les suicides, les meurtres. Ne pensez-vous pas que des affaires comme celle de Hauptmann, du vampire de Londres, de Petiot, sont caractéristiques de notre temps et le déshonorent? Toutes les époques, toutes les sociétés, tous les groupes humains ont leurs crimes propres. Mais ce ne sont pas les plus célèbres et les plus pittoresques qui les peignent le mieux. Ce sont les crimes les plus banals. Par exemple, aujourd'hui, les voleurs récidivistes ou les gangs d'effraction avant. Eh bien, banal ou non, est-ce que les psychologues font quelque chose contre ces crimes? Ils essayent. Et, comme ça, en restant assis dans leur fauteuil? Ne dites pas de mal des fauteuils. C'est excellent de réfléchir de temps en temps dans un fauteuil. C'est vrai. Mais dites-moi, ces criminels banals, ils pourraient être comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils sont des voleurs? Très bonne question. C'est un point sur lequel nous commençons à avoir quelques lueurs. Un savant anglais, John Bowlby, a eu l'idée de comparer un groupe de 44 jeunes voleurs récidivistes avec un groupe de 44 enfants simplement inadaptés. Il a démontré que beaucoup plus souvent que les autres, les récidivistes étaient d'un caractère indifférent et que dans leur tout jeune âge, leur relation avec leur mère avait été interrompue ou gravement troublée. Enfin, c'est tout de même pas parce qu'on met un enfant en nourrice qui risque de devenir un criminel. Ne caricaturez pas. Bien sûr, d'autres facteurs interviennent, l'hérédité, le milieu social, mais ce qui se passe dans le tout jeune âge est terriblement important. René Spitz, entre autres, a montré que la perte de sa mère avait des effets catastrophiques sur le développement du nourrisson. Dès la première année, l'enfant, s'il est séparé de sa mère, peut réagir par une grave dépression. D'une manière générale, ces traumatismes de l'enfance déterminent les névroses, les psychoses, les désordres de la conduite. En ce cas, comment pouvez-vous les guérir? Il y a diverses sortes de traitements. J'ai lu ça dans les journaux. L'analyse des rêves, l'électrochoc, la psychanalyse. Le patient se couche sur un divan, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Le médecin découvre que quand il était petit, il a voulu noyer son père ou tuer sa petite sœur et ça y est, il est guéri, en route vers la vie. Vous aimez le cinéma? Quel rapport? Il n'y a qu'au cinéma, dans les films soi-disant psychanalytiques, que les choses se passent ainsi. Et en réalité?
C'est un traitement qui dure très longtemps, des mois, quelquefois des années. Mais c'est tout de même la plus remarquable des psychothérapies. Son inventeur, Sigmund Freud, a révolutionné la psychologie humaine. Mais ce n'est pas une panacée universelle. Dommage. J'avais envie de vous demander quelque chose, mais j'ose plus. Dites toujours. Ben, je pensais à un rêve que j'ai fait cette nuit. Oh, un rêve idiot. Enfin, vous pourriez peut-être me l'expliquer. Mais non. Un rêve n'est pas un moment isolé de la vie. C'est un morceau de toute la vie. Il naît d'un problème que le rêveur a laissé en suspens avant de s'endormir. Et c'est souvent un vieux, très vieux problème qui se perd dans la nuit de son enfance. Comment voulez-vous que comme ça, sans vous connaître, hein? Essayons quand même. Voilà, j'ai rêvé que j'étais en conversation amicale avec Henri IV. Il était très gentil. Et moi, j'étais très content. Alors, je ne vois pas comment vous pourriez rattacher ça à mon enfance ou à ma vie actuelle. D'ailleurs, ma vie actuelle, depuis quelques jours, on me fait subir un drôle de régime. Sartre m'a plus ou moins traité de criminel. Le type qui m'a envoyé chez vous me mène à la baguette. Bien sûr, ça me rajeunit de 20 ans, mais tout de même... Quel était le prénom de votre père? Pourquoi pas l'âge du capitaine? Ça vous ennuie de répondre? Henri. Et vous avez rêvé d'Henri IV. Hein? Vous en voulez à ceux qui vous malmènent, à votre père qui n'a pas toujours été commode. Et vous vous réconciliez avec un roi assassiné. Tout homme innocent est un criminel qui s'ignore, c'est ça. Mais il y a un point sur lequel je voudrais que vous me rassuriez. N'importe quel homme n'est tout de même pas responsable des crimes collectifs. Des camps de concentration, par exemple. De tout ce qui s'est passé là-bas. Et tout ça calculé, organisé minutieusement comme une usine. Au fond, tout cela tendait à la destruction de la personne. Pour les victimes de ce système, le problème n'était pas seulement de sauver leur peau, mais de sauver leur âme. Le mérite de ceux qui en ont rapporté non seulement leur vie, mais leur dignité d'homme n'en est que plus grand. Mais les tortionnaires, étaient-ce encore des êtres humains? Comment se fait-il que tant d'hommes et de femmes soient devenus si facilement des bourreaux? Sans doute avait-il en eux des possibilités de le devenir. Les circonstances de leur vie ont développé ces possibilités. L'époque, le milieu ont fait le reste. Ils vivaient dans un groupe où ce qui est crime pour nous n'était pas crime pour eux. Et puis, les camps sont un phénomène que la psychologie ne peut expliquer à elle seule. Ils relèvent aussi de l'histoire, de la sociologie. C'est vous. Je vous ai fait peur? Non, mais je pensais à ce que j'ai entendu ce soir. Ça m'a donné à réfléchir. Ah, je m'en doutais un peu. C'est pour ça que je vous ai attendu. C'était vous qui me suiviez, là? Oui, c'était moi. Pourquoi? Vous vous attendiez à ce que ce soit quelqu'un d'autre? Non, je sais pas, quelqu'un ou quelque chose. Non, je pensais à tout ce qu'on m'a raconté. Oh, notez bien, c'est moi qui ai insisté, qui posait un tas de questions, mais maintenant... L'homme a encore des progrès à faire. À propos, qu'est-ce que vous avez de prévu pour demain? Demain, attendez. Voyez vous-même. Au lieu d'aller voir la conciergerie... Jean Rostand, ville d'Avray. Se munir d'un crapaud? Oui, d'un crapaud vivant. Ah oui?
Ah, qu'est-ce que vous m'apportez? Oui. Un crapaud? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Il est très beau. C'est une belle femelle, je vous remercie. Où l'avez-vous trouvé? J'ai trouvé sur les quais. Ah, vous n'êtes pas de Ville d'Avray? Non, je suis de Paris. D'ailleurs, je ne suis servi du crapaud que comme carte de visite. Je suis venu pour vous poser des questions. Je ne vous dérangerai pas trop longtemps parce que je dois prendre de toute façon le train à 2h20. Mais il y a tant de choses que je voudrais savoir sur la biologie. C'est très vaste, la biologie. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y a surtout ce vieux rêve de l'humanité, le rajeunissement, la prolongation de la vie. Ah, c'est le grand rêve de l'homme. Il n'est certes pas réalisé, mais à la lumière de la biologie moderne, il n'apparaît pas comme tellement insensé. En fait, le rajeunissement, l'un de nos meilleurs espoirs, se fonde sur l'emploi des hormones. Les hormones sont des substances chimiques sécrétées par des glandes spéciales. De graves maladies ont pour cause le manque d'une de ces substances. Par exemple, le diabète, certains goitres, certains nanismes. Il semble qu'une partie des fâcheuses conséquences de l'âge tiennent à la raréfaction ou au manque de certaines hormones, et notamment de celles que sécrètent les glandes sexuelles. De grands vieillards, auxquels on a fourni de l'hormone mâle, se montrent parfois très favorablement modifiés quant à l'activité des échanges nutritifs, la vigueur musculaire. On a tenté d'abord l'expérience sur des rats, auxquels on a fourni l'hormone sous forme d'un comprimé solide qu'on insère sous la peau et qui sert pour ainsi dire de glande artificielle. Il n'y a là bien entendu qu'un modeste début, et l'on peut prévoir que les biochimistes de l'avenir sauront préparer des hormones plus puissantes que celles dont nous disposons aujourd'hui. Bien d'autres procédés de lutte contre la vieillesse sont d'ailleurs à l'étude. Injection de sérum ou de sucres embryonnaires, transfusion de sang jeune. Décrassage des tissus. On peut trouver encore un motif d'espoir dans la méthode dite de culture des organes, et dont le principe fut donné il y a une quinzaine d'années par Carrel et Lindbergh. Leur technique a été récemment perfectionnée par le professeur Thomas. Il s'agit d'appareils très délicats qui permettent de recréer toutes les conditions réalisées à l'intérieur de l'organisme vivant. Une sorte d'organisme artificiel, en somme, où l'on peut faire survivre en assez longtemps des organes séparés du corps. Ceux-ci conservent leur aspect normal, continuent à fonctionner comme s'ils étaient dans le corps. Une glande déverse ses sécrétions, un foie produit sa bile, un cœur bat. Serait-il possible de faire vivre dans ces conditions un cerveau humain? Théoriquement, oui, encore qu'il s'agisse d'un organe tout spécialement fragile. Et c'est là une perspective bien digne d'Edgar Poe ou de Villiers de L'Isle-Adam. En tout cas, pour en revenir au rajeunissement, il n'est pas inimaginable qu'on puisse un jour détacher du corps un organe fatigué par l'usage pour le soumettre dans un de ces appareils à une cure de rajeunissement. En somme, on n'irait plus à la montagne. On y enverrait ses poumons. Évidemment non, mais enfin, vous m'avez compris. Et pourrait-on remplacer un organe par un autre organe prélevé sur un individu plus jeune? Vous voulez parler de la méthode de greffe. Elle est d'un emploi moins étendu qu'on ne serait tenté de croire, car, d'une façon générale, seuls les autogreffes réussissent, c'est-à-dire les transplantations de tissus ou d'organes pratiqués sur un même individu. Par exemple, un morceau de peau prélevé sur le bras sera greffé avec succès sur le front ou sur le nez. Tout le monde a connaissance des remarquables résultats obtenus de cette façon en chirurgie réparatrice et esthétique. Et les aveugles, auxquels on greffe la cornée d'un mort? En ce cas, il est probable que la cornée greffée ne survive pas et qu'elle sert simplement de support à une régénération de cellules venues du sujet porte-greffe. C'est ce qu'on appelle une greffe morte. L'opération est aujourd'hui pratiquée couramment. Remarquez d'ailleurs que si nous en sommes à chercher les moyens de prolonger la vie d'un organisme entier, la science sait déjà faire vivre et proliférer indéfiniment en flacons de verre des cellules provenant d'un animal ou d'une plante. Elle pourrait de même faire vivre indéfiniment les cellules d'un être humain. C'est extraordinaire. Il existe un espoir de durée. Si vous voulez. En tout cas, on peut dire que dès maintenant, le problème de l'immortalité cellulaire est résolu, aussi bien pour les plantes que pour les animaux et même pour l'homme. Vous voulez dire que tant qu'une cellule survit, l'individu n'est pas vraiment mort? Mortalité modeste, bien entendu, mais immortalité tout de même. Tant qu'une cellule d'un individu reste en vie, on n'a pas le droit de dire en toute rigueur que cet individu est mort, car les biologistes savent qu'il y a théoriquement dans chaque cellule de l'être de quoi refaire l'être tout entier. Si nous n'en sommes pas là,
Si nous ne pouvons pas encore contrôler la mort de plus en plus, nous pouvons contrôler le phénomène de la naissance et le diriger. Tenez, chez plusieurs espèces de mammifères, comme la brebis, la vache, où la femelle d'ordinaire ne produit qu'un jeune à la fois, on provoque facilement des naissances doubles, ou triples, ou même quadruples, en lui injectant des hormones appropriées. Et maintenant, l'on pourrait tâcher d'appliquer cette méthode à l'espèce humaine, pour peu qu'il y eût des candidates à la grossesse multiple. Toujours avec les hormones, on réalise chez l'animal des transformations artificielles du sexe. Si l'on injecte à une poule préalablement chaponnée de hautes doses d'hormones mâles, la poule prend bientôt toute l'apparence d'un coq, jusqu'à l'humeur batailleuse et au cocorico. Un embryon de poulet qui, avant le 3e jour de l'incubation, a reçu une dose suffisante d'hormones femelles, produit toujours un poussin porteur de glandes femelles, et cela quelle que soit sa détermination héréditaire. En somme, on lui impose un sexe qui n'aurait pas dû être le sien. Oui, exactement. Et pour nous, pour les hommes, cela ne se fait pas, mais cela pourrait se faire, à condition de faire agir les hormones de façon suffisamment précoce, c'est-à-dire dès l'âge embryonnaire. Vous connaissez en gros le mécanisme de la conception. Il y a 2 germes, respectivement fournis par les parents, un germe féminin et un germe masculin, qui se rencontrent, s'unissent pour former l'œuf fécondé, point de départ du nouvel individu. Dans certaines espèces, d'invertébrés ou de poissons, la fécondation de l'œuf et le développement de l'embryon ont lieu à l'extérieur de l'organisme femelle. Le sexe de l'individu est toujours déterminé dans l'œuf fécondé. Chez les mammifères, et en particulier dans l'espèce humaine, la détermination du sexe est l'œuvre de la cellule paternelle. La semence comprend en effet 2 types d'éléments, des éléments producteurs de femelles et des éléments producteurs de mâles. Pour déterminer le sexe à volonté, il suffirait donc de séparer ces 2 types d'éléments et d'opérer ensuite une insémination artificielle avec les éléments choisis. L'insémination artificielle est déjà couramment pratiquée par les éleveurs. Elle donne des résultats précieux puisqu'elle permet de tirer d'un seul reproducteur d'élite des centaines, sinon des milliers de descendants chaque année. À basse température, on peut conserver la semence en vie pendant plusieurs jours. On peut même transporter à grande distance une semence précieuse et réaliser des fécondations d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. On aura des enfants par correspondance. Pourquoi pas? On en aura même tout seul. Tout seul? Oui, c'est ce qui nous amène à la parthénogenèse. C'est-à-dire? La reproduction sans mâle ou sans père. Sans père? Sans père. Chez beaucoup d'animaux, déjà, l'on s'est remplacé l'action de l'élément fécondant par des agents physico-chimiques. Chez l'oursin, on féconde l'œuf vierge en le plongeant dans une solution chargée de certains sels. Chez la grenouille, on pique l'œuf avec un très fin stylet de verre humecté de sang. Chez la lapine, on le refroidit, ce qui exige qu'on ouvre le ventre de la femelle pour déposer un petit morceau de glace à l'endroit de la trompe utérine où se trouvent les œufs. Mais est-ce que la parthénogenèse pourra être réalisée chez la femme? C'est vraisemblable. Notez qu'elle ne produirait sans doute que des filles. Et ces enfants seraient absolument normaux? En tout cas, ils pourraient l'être. Ça fait vexant. Mais l'inverse n'est pas admissible, évidemment. On ne peut pas imaginer une parthénogenèse mâle. Ce n'est pas si inconcevable que ça. Évidemment, cela se heurte à de grosses difficultés pratiques, mais on peut envisager la production d'enfants qui n'est d'hérédité que paternelle. Je voudrais vous poser une question. Vous allez probablement trouver puéril, je n'abuse pas de votre temps. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il existe une façon de fabriquer des êtres supérieurs, enfin, ce qu'on appelle des surhommes? Vous êtes bien exigeant. Pour l'instant, il n'en est pas question. Mais enfin, c'est une perspective qu'on pourrait envisager. Surtout si jamais la grossesse en bocal se trouvait réalisée dans notre espèce. La grossesse en bocal? Oui, dès maintenant, l'on peut faire évoluer en dehors de l'organisme maternel, pendant plusieurs jours, des embryons de mammifères. Un jour viendra, peut-être, où l'on obtiendra le développement complet de l'embryon et du fœtus en dehors de l'organisme maternel. Et ce jour-là, l'être en formation sera, pour ainsi dire, à la merci de la science. Il sera très facile d'inverser le sexe, de décider de la couleur des cheveux ou des yeux, d'accélérer la croissance, mais la grande affaire serait d'augmenter, si peu que ce fût, les dimensions du cerveau. Tout l'homme est là, dans ces 3 livres de matière, quelques centaines de grammes en plus,
quelques divisions cellulaires supplémentaires, et peut-être serait-ce le surhomme. Un être qui serait aussi différent de nous que nous le sommes du crétin, ou que le crétin l'est du gorille. Mais nous abordons là au domaine des rêves. Ce qui est dès maintenant acquis, c'est que certaines hormones, certaines substances chimiques exercent sur l'activité cérébrale des effets qui ne sont pas négligeables. C'est que certains effets électriques, comme ceux de l'électrochoc, peuvent guérir de graves troubles de l'esprit. C'est qu'une opération, comme la lobotomie, qui consiste à sectionner quelques filets nerveux du cerveau, peut délivrer de ses angoisses un mélancolique ou un obsédé. D'un coup de stylet bien donné, on change tout le caractère, toute la personnalité, toute la façon de voir les choses, et soi-même. Ce sont d'ailleurs des opérations assez légères, relativement faciles à exécuter, et qui ne laissent guère de traces apparentes. C'est effrayant. Sans doute, mais il est magnifique aussi de penser qu'une chirurgie de l'âme est en train de se créer. Il y a là pour l'homme autant d'espoir que de menaces. À l'homme de ne pas utiliser à mal les pouvoirs qu'il tient de la science toujours innocente, tant qu'elle ne fait que chercher loyalement et purement la vérité. Ah, je crois que vous avez raté le train de 6h26. Ça n'a pas d'importance. J'en viendrai à pied s'il le faut. Mais dites-moi alors, d'après vous, tous les vieux rêves de l'humanité sont sur le point d'être réalisés? Peut-être. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'homme devient de plus en plus maître de la vie. Ainsi, on peut créer de nouvelles races, de nouvelles espèces. Chez les plantes, par exemple. Quelle plante? N'importe laquelle, la plus banale, celle-là. Par l'action des rayons X, on peut provoquer des variations héréditaires, une mutation chez les plantes et chez divers animaux. Il y a même une sorte de mutation qu'on obtient très facilement et à volonté, c'est le doublement des chromosomes. Autrement dit, le doublement de ces particules qui transmettent la plupart des caractères héréditaires. Chez les plantes, il suffit de tremper la graine dans une solution diluée d'un certain poison appelé colchicine. On obtient ainsi des plantes géantes à chromosomes redoublés. Ces plantes sont plus robustes, plus résistantes au froid et à la sécheresse que leurs congénères. Quant à l'homme, on n'a pas encore porté atteinte à sa substance héréditaire, mais on est en droit de penser que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la science arrivera à faire un peu mieux que notre vieille espèce, qui n'a guère progressé depuis l'âge des cavernes. Alors c'est ça, la biologie. Drôle de science. Drôle de science, évidemment, puisqu'elle peut prétendre à changer le cerveau humain, à changer l'organe où se fait toute science. Production sans père, sans mâle. Sans père? Sans père. Mais l'inverse n'est pas admissible, évidemment. On ne peut pas imaginer une parthénogenèse mâle. Ce n'est pas si inconcevable que ça. Et ces enfants seraient absolument normaux? Ça, ils pourraient l'être. Eh, petite. Cela ne se fait pas encore, mais cela pourrait se faire. Pour peu qu'il y ait des candidates à la grossesse multiple. Priorité, monsieur.
Tiens, c'est vous. Oui, c'est nous. Ah, vous avez changé. Nous? C'est vous qui avez changé. Changé d'humeur, je veux dire. Qu'est-ce que vous aviez l'autre soir? Rien, j'avais passé ton revoir, voilà tout. Ah? Vous avez drôle de fleurs. Ce ne sont pas des fleurs pour offrir. Ce sont des fleurs scientifiques. Monique, would you turn off the radio? Comment elle parle? Un peu. Mais c'est pas du portugais? Non, elle parle anglais en attendant qu'elle ait appris le français. Hello. Oh, good evening. What are you reading? Studying. Archéologie. 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 Oh, c'est insensé. Alors, notre époque présente ne vous intéresse donc pas. Vous avez la chance de vivre en plein Paris, au milieu du siècle, au bord des temps nouveaux, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est à vous intéresser à des ruines. Oui, là, je vais me répondre que vous auriez voulu vivre sous Charles le Chauve, Charles le Téméraire, Charles le... Vous l'imitez bien. Non, pas du tout, mais c'est sincère, je commence à avoir les mêmes réactions que lui, c'est terrible. Il y a longtemps que vous le connaissez, là-bas? Ah, parce qu'il s'appelle Labarthe? Non, je le connais seulement depuis quelques jours. En tout cas, il avait l'air de vous chercher ce soir dans le quartier. Non, pensez-vous, c'est pas moi qui cherche. C'est mon petit carnet. Vous travaillez avec lui? Non, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je pensais que vous étiez peut-être journaliste, vous aussi? Ah, parce qu'il est journaliste. Première nouvelle. Journaliste, savant. En ce moment, il fait faire un reportage mystérieux. Ah oui? Il le fait faire par qui? Je sais pas. Tiens, tiens. Je n'aurais peut-être pas dû vous parler de ça. Au contraire, vous avez très bien fait. Au revoir, Dominique. À bientôt. Peut-être. Mais si Labarthe vous cherche. Il faut. Il en trouve un autre. Allô, Dominique? Non, Labarthe est sorti. Il n'a pas de nouvelles. Que je sache. Au revoir. Attendez, voilà qui arrive. Dominique. Allô, Dominique? Allô, Dominique? Ne coupez pas, allô, ne coupez pas. Allô? Ah, si. Ça ne va pas mieux? Quoi? Votre humeur? L'humeur, comme dirait Sartre, je suis la mauvaise humeur de la France. La mauvaise humeur du siècle. C'est toujours l'histoire du type de l'autostop qui a disparu, c'est ça? Vous l'avez pas retrouvé? Oui, c'est sauvé. Vous m'étonnez cette fois. Vous avez interviewé le pape? Oui. Vous avez pris le petit déjeuner avec Einstein? C'est vrai, il m'a même fait les tartines. Quand vous étiez à Bikini, vous avez vu une demi-douzaine de prix Nobel? Oui, en pyjama, en slip. Et alors, le type de l'autostop, vous ne réussissez pas à le retenir à Paris plus de 48 heures? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire? Il avait l'extraordinaire qu'il était un homme ordinaire, un type passe-partout. Oh, en fait, passe-partout, vous vous amenez nulle part. Vous voudriez passer à l'imprimerie, Papo vous réclame. Papo à l'imprimerie? Oui, une histoire de machine. Qu'est-ce qu'elle a, votre machine? Je sais pas. On verra ça pendant l'arrêt. Il y a un de vos amis qui vous attend dans l'entrée. Alors, c'est vous, mon vieux. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Mais il y a 8 jours que je vous cherche. Je suis navré, je savais pas. Où étiez-vous? En voyage. Ah oui. Ah. La machine. Ah oui, tiens, venez avec moi. Vous avez fini de travailler? Oui, justement, à l'instant, on s'arrête. Ah. Et dites-moi, Oui. je voudrais bien savoir ce que vous avez fait pendant ces 8 jours. J'ai voulu voir comment vivrait l'homme de demain. J'ai été à Marseille, et à Marseille, j'ai visité l'unité d'habitation de Le Corbusier, vous savez. C'était un dimanche, il n'y avait personne dans le chantier. Je suis entré d'autorité. Je suis monté. Je me sentais déjà chez moi. Le 16e étage me plaisait assez.
Au 18e, je suis tombé sur le Corbusier. Eh, dites donc, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, rien, je regarde. Vous savez pas que c'est défendu d'entrer dans ce chantier? Ah oui? Pourquoi êtes-vous là? Aujourd'hui en curieux, demain peut-être en habitant. Vous êtes du bâtiment? Non. Ça vous intéresse, l'architecture? Tout m'intéresse. J'aime mieux ça, alors montez. Prenez l'escalier. Asseyez-vous. Vous tombez bien. Aujourd'hui, je fais comme vous. Je regarde mon chantier. Voyez comme c'est beau. Devant vous, les montagnes. Derrière vous, la mer. Vous vous rendez compte de l'importance du paysage pour nous qui bâtissons? J'aurais cru qu'aujourd'hui, on construisait n'importe où et puis qu'on distribuait le soleil comme l'électricité. Mais non, c'est exactement le contraire. Ce soleil, cet espace, cette verdure, ce sont les conditions de nature dans lesquelles l'être humain est né, dans lesquelles il s'est développé depuis des millénaires. Un homme qui chaque matin se réveille sous le soleil et la lumière, un homme qui voit des espaces ou des horizons devant lui, ne peut jamais se sentir un paria. L'arbre, le compagnon le plus lointain de l'homme. Il régénère l'air qu'on respire. Les villes sans arbres sont irrespirables. Or, à 2 pas d'ici, que voyons-nous? À Marseille même et ailleurs. Où est le spectacle homérique? Où sont les paysages d'Arcadie? À 5 ou 10 mètres, les habitants ne voient que la maison d'en face et leurs voisins. La lèpre est dans les villes, et partout. À Londres, à Paris, à New York, à Berlin, ailleurs encore, c'est la même mésaventure. C'est l'urbanisme traditionnel qui sévit, un urbanisme sans âme. On trace 2 parallèles et c'est une rue. Peu importe que tout un côté soit orienté au nord, peu importe que la rigole de la rue soit si profonde que le soleil n'y pénètre jamais, peu importe les cours, les puits noirs où sont enfoncés des vies d'hommes, les animaux en crèveraient, pour les poules, les lapins ont choisi. On oriente les poulaillers, des clapiers, mais pour l'homme. Souvent, à la campagne, c'est pire encore, quoi qu'on en dise. La vie dans les campagnes est une misérable chose. On s'ennuie. Le grand désarroi a éclaté avec le machinisme qui s'est installé sans contrôle ni frein dans des vases qui avaient contenu une autre civilisation. On ne pouvait pas deviner, on ne pouvait pas prévoir qu'avec la première locomotive, l'ère des vitesses mécaniques allait être déclenchée. De quoi bouleverser un monde, de quoi tourner une page essentielle de l'histoire humaine. Ce machinisme sans contrôle, ce brassage des populations, cette extension inouïe, démesurée et catastrophique des villes tentaculaires. Le tumulte, les embouteillages monstrueux, les cohues des métros, des trains de banlieue, le gaspillage des forces et des énergies, tout cela conduit à des protestations, et encore des protestations, des palabres en réponse, des revendications, des défilés, les déclarations de guerre, les ruines. Le mal est universel. Un vieux monde craque. Toutes les civilisations les plus nobles, les plus anciennes, se fissurent et font éclater des usages devenus des carcans. Civilisation hindoue, chinoise, arabe, et au sein du grand continent poétique, l'Afrique. Quand une société brise avec la tradition de son logis et qu'elle s'absorbe dans la création d'un nouveau logis, c'est un signe dans l'histoire. On quitte son abri qui ne vaut plus rien. On en cherche un autre, c'est la loi, même pour les animaux. Tant que les hommes n'auront pas reconstruit leur ville, le foyer familial molesté sera la cause des révoltes. Les lieux de travail seront des maisons de force. Ce n'est pas drôle, mais c'est bougrement important, passionnant. Il vaut mieux se rendre compte, savoir, et agir dans la direction de l'événement. Mais le remède, vous l'avez? Peut-être. Tenez, venez donc voir l'appartement. Il y en aura 360 pour 1600 habitants. Actuellement, un seul est presque terminé. Voilà l'appartement. C'est inouï de voir en plein chantier un appartement déjà prêt. N'est-ce pas? Les officiels appelaient ça un taudis. C'est bien. Vous avez raison. Vous faites vraiment
entrer la nature dans la maison. Voyez-vous, les logis sont inondés de soleil en hiver, jusqu'au plus profond des pièces. Ils sont baignés d'ombre en été. C'est la maison de la fraîcheur en pleine canicule méditerranéenne. Tout autour, un parc. Supposez que vous soyez marié, que vous ayez des enfants, que vous habitiez ici. Votre femme serait, en partie, libérée de l'esclavage domestique. Elle disposerait d'une foule de commodités. Ici, vos enfants seraient gardés, surveillés et amusés pendant que vous iriez à votre travail ou jouiriez d'un moment de repos. Eh bien, je vais vous laisser. Mais non, mais non. Ah, il faut que je trouve un hôtel. Mais non, couchez donc ici. Là-haut. On peut? Venez d'en voir. Vous direz si ça vous plaît. Dites donc, le ministre de la Reconstruction y a passé la nuit lors d'une de ses visites au chantier. Alors je suis le premier homme à passer une nuit dans la maison de demain. Si on admet qu'un ministre n'est pas un homme. Mais dites-moi, ces cités futures, ces villes radieuses, comme vous les appelez, vous les voyez en rêve ou bien vous en avez déjà établi les plans? Vous en avez déjà construit? Mais oui, je ne fais que ça depuis 40 années. Il faut que vous imaginiez la révolution architecturale qui s'est accomplie dans ces 100 dernières années. Il fallait briser les villes tentaculaires, réinstaller ces conditions de nature dont je vous ai parlé. Et on a commencé un peu partout dans le monde, sur tous les continents, dans certains lieux de travail, dans les campagnes, dans ces grandes villes qui se transforment peu à peu et dont il faut reconcevoir les plans. Un plan, ça ne vous dit rien au premier abord. Et pourtant, c'est cette vaste gymnastique qui met debout les villes par la force de l'imagination. Ce jeu d'échecs qui absorbe profondément, silencieusement, quelquefois pendant 20 années, la vie d'un homme. Ce que les gothiques ont dramatiquement cherché dans les cathédrales nous est offert spontanément par l'acier et le ciment armé. Où est-ce que je suis ici? Là, vous êtes chez le Corbusier? Ah bon. Alors j'ai pas rêvé. Et où est-il, monsieur le Corbusier? Passe pas souvent par ici. Pourtant, il était là cette nuit. Je lui ai parlé. Non, je sais pas. Ah, dites-moi, si vous voyez monsieur le Corbusier... Vous avez quelque chose à lui dire? Oui. Vous lui direz que le monsieur d'hier le remercie. Monsieur d'hier? Oui. Ou plutôt l'homme de demain. Au revoir. Après ça, j'ai voulu savoir ce qu'on accrocherait au mur de cette maison. Il fallait que je rencontre un peintre. Oui, mais lequel? Alors j'ai pensé à votre système. Interroger l'homme de la rue. Enfin, l'homme du café, plus exactement, mais c'est la même chose. Excusez-moi, monsieur. Je vous prie de ne pas vous formaliser de ma question, mais je voudrais, à la suite d'un pari, vous demander votre opinion. À votre disposition, monsieur. Merci, monsieur. Voilà. Quel est, à votre avis, le peintre contemporain, le peintre vivant, le plus célèbre? Répondez, vite. Le peintre Picasso. Picasso, bon. Et vous aimez sa peinture? Oh non, oh non. Non, mais vous aimez la peinture. Évidemment. Comment n'aimerait-on pas la peinture? C'est si beau. Oui. La peinture de qui? Comment, mais je ne sais pas, moi. Les chefs-d'œuvre, les pièces de musée, la Joconde. Ah, ce Raphaël. Ah, évidemment. Édouard, pourquoi riez-vous? Parce que la Joconde n'est pas de Raphaël, elle est Léonard de Vinci. Un bon point. Alors, j'y suis allé. Où ça? Au Louvre? À Valoris. C'est un petit village des Alpes-Maritimes. Tout le monde y fait de la poterie depuis des générations.
Et Picasso? Il fait de la poterie, comme tout le monde. Et quand il a fini son travail, il va s'amuser comme tout le monde. Il a découvert que ces assiettes ont le poids et l'aspect des masques antiques. Ce jour-là, il jouait la tragédie avec un ami, Jacques Prévert. Et puis, comme tout le monde, il va se baigner avec sa femme. Pendant que je les observais de la plage, je pensais au poème de Prévert. J'entendais sa voix. Une fenêtre sur la mer, ouverte comme une huître. Les deux corps enlacés, échangés, caressés. L'amour décapité, délivré, ravi. Et tant de choses encore. Tous ces morceaux choisis par Picasso. Les idées délaissées, oubliées, égarées, mises hors d'état de nuire par la joie et le plaisir. Les idées remises à leur place, les idées calcinées, escamotées, volatilisées, désidéalisées. Les idées pétrifiées devant la merveilleuse indifférence d'un monde passionné, d'un monde retrouvé, d'un monde indiscutable et inexpliqué, d'un monde sans savoir vivre, mais plein de joie de vivre, d'un monde triste et gai, tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, beau comme tout. Il va souvent à Antibes. Par affection pour la ville, il a peuplé le musée de dizaines de ses toiles, de centaines de ses poteries. Un des plus jolis musées du monde. Qu'on regarde dedans ou dehors, c'est un plaisir. C'est pas par hasard que Picasso l'a choisi comme atelier. Dites donc, vous m'étonnez. Vous aimez Picasso? Je commence. J'avoue que je me méfiais. J'avais tellement entendu dire, tantôt il est génial, et tantôt c'est un fumiste. Je me rappelais ses dessins les plus anciens, le portrait de Valérie, si extraordinairement ressemblant. Les chevaux, les baigneuses. Et puis on m'a raconté là-bas une histoire qui vous plaira. C'est une petite dame, vous savez, le genre qui porte un joli chapeau pour cacher qu'elle n'a pas de tête. Elle regarde les tableaux de Picasso, et elle lui dit poliment, mais avec blâme: franchement, j'avoue que je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez le chinois? Demande Picasso. Non, dit la dame. Eh bien, madame, le chinois, ça s'apprend. Alors, le regard de Picasso et l'histoire du chinois, ça m'a donné envie d'apprendre la peinture et la céramique. Quelquefois, avec le conservateur du musée, il fait la vaisselle. Les assiettes sont très précieuses, mais on en trouve des reproductions. J'en ai choisi deux. Une pour moi, et une pour... Vous allez voir. Quelques jours auparavant, André Gide était venu visiter le musée. Je me posais un tas de questions. Qu'avait pensé Gide? Qu'avait-il dit? Aurait-il noté tout ça dans son journal? Mais au fait, continuait-il à rédiger ce fameux journal? Oserais-je aller lui rendre visite à Juan Lépin? Non. Je l'imaginais inabordable et solitaire. Et puis je me rappelais certaines phrases du journal. Je peste contre les importuns qui m'assaillent. Tous ces jeunes gens n'imaginent guère, c'est leur excuse, le temps que cela vous prend de leur répondre.
Chacun d'eux voudrait des réponses particulières à des questions qui ne sont pas particulières du tout. Et pourtant, dès mon retour à Paris, j'ai pris mon courage à 2 mains, et mon assiette, et je me suis précipité rue Vaneau. Gilles était rentré de la veille. Non, je le mets d'abord en arrière. Et voici à peu près ce qui s'est passé Retour. au moment où j'hésitais encore à sonner à sa porte. Ah bah oui, Là-bas, c'est ça. très bien. Ah oui, c'est assez drôle, quand même. Oh, c'est merveilleux. Vous attendez quelqu'un? Oh, j'attends toujours quelqu'un. Mais je ne sais pas qui. Vas-y voir, Claude. Oui, Gilbert est pas là ce matin. J'arrête, hein? Non, n'arrêtez pas. Non. Enregistrement. Bonjour, maître. Où êtes-vous? Ah. Vous pouvez passer? Oui, ne vous dérangez Entre pas. le piano et la table de travail, il n'y a pas beaucoup d'espace. Bonjour, monsieur. Je m'excuse infiniment de vous déranger. Je me suis permis de vous apporter ceci, un souvenir du musée d'Antibes. Ah, une assiette. Une assiette. Oui. Je suis très content. J'arrive de Valoris, où j'ai vu Picasso. J'ai eu un très grand plaisir à le revoir. Il m'a dit qu'il me trouvait rajeuni. C'était très réciproque, naturellement. Voilà. Et j'ai beaucoup admiré son exposition. Elle est d'une jeunesse, d'un lyrisme, d'une joie extraordinaire. Je suis très content d'en avoir un souvenir, mais à part les francs, ce n'est pas une assiette que j'aurais souhaité. C'est 10, c'est 20. Je regrette de ne vous en apporter qu'une. Voulez-vous me permettre de vous poser une question sans doute indiscrète? Écoutez, les questions, ce sont les réponses qui sont indiscrètes. Je verrai si je peux y répondre. Allez, toujours. Eh bien, voilà. Je voudrais vous demander, parce que c'est une question qui intéresse tous vos lecteurs dans le monde entier, si vous pensez donner une suite à votre journal. Ça y est, c'est ça. C'est indiscret, oui. Je ne peux pas vous répondre, excusez-moi. C'est moi qui m'excuse. Du tout. Et alors, je vais essayer de vous en poser une autre. Allez, toujours. Eh bien, je voudrais savoir quelle importance un homme tel que vous accorde aux inventions nouvelles, aux nouveaux moyens de diffusion de la pensée. Une importance extrême. Ainsi, par exemple, pour la radio, je ne peux pas donner de meilleure preuve de cette importance que je leur accorde en étant prêté à ces entretiens qui sont diffusés à présent. Et vous intéressez-vous toujours autant au cinéma? Oh, je m'y intéresse passionnément. J'y vais peut-être un peu moins souvent, même beaucoup moins souvent que je n'y allais dans le temps. Il y eut un temps où j'y allais 3 à 4 fois par semaine. Et les autres moyens techniques de diffusion, la télévision par exemple? La télé, oh, puis on a merveilleux, c'est le dictaphone. Ah oui? Vous connaissez pas? Non, j'en ai jamais vu. Eh bien, tenez, en voici un, et vous allez pouvoir voir les résultats. Bonjour, maître. Allez-vous pouvoir passer? Il n'y a pas beaucoup d'espace entre le piano et la table de travail. Bonjour. Je m'excuse infiniment de vous déranger. Eh bien, je voudrais vous demander, parce que c'est une chose qui intéressera tous vos lecteurs, est-ce que vous pensez donner une suite à votre journal? Oui, ça y est, c'est ça. C'est indiscret. C'était indiscret, en effet. Et puis les questions sur les machines, sur les techniques, c'est tout le problème du monde de demain. Alors, vous avez compris qu'il fallait venir me revoir? Oui. Oui, parce qu'il m'a semblé que vous aviez encore beaucoup de choses à me dire. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Après ce que vous ont montré mes amis, vous savez que le monde de demain est devenu notre affaire à tous, et non plus seulement celle des spécialistes. Des millions d'hommes conçoivent et façonnent des millions de machines qui se rident et se fanent plus vite encore que les hommes. Dès que naît une machine plus intelligente ou plus vigoureuse, les autres machines n'ont plus l'air d'être que des godiches ou des erreurs. On fabrique des avions géants, des supercargos de l'air, qui ont des trains d'atterrissage bien plus imposants que des pattes d'éléphant. Il suffit de voir ces machines pour que la fièvre de l'espace vous monte à la tête. Jules Verne est loin avec sa petite balade mondiale en 80 jours. Le tour du monde sans arrêt, et pour tout de suite. On boucle la Terre sans escale avec un avion au long cours que l'on ravitaille en plein vol au moyen d'un pétrolier désert.
Même en restant chez nous, par la télévision, nous pouvons nous promener dans l'aventure comme si nos yeux étaient fixés au bout du nez d'un avion. Et tout cela, c'est du travail d'ingénieur, par addition, multiplication et calcul intégral. Mais les conditions théoriques, les chiffres les plus arrogants sont obligés de baisser leur caquet devant l'épreuve en soufflerie. Ce sont de véritables cathédrales de l'aérodynamique. Déjà, un monde futuriste vous brûle l'œil comme un éclair. L'aile volante. On dirait qu'une aile s'est détachée d'un fuselage et continue sa route comme un morceau de catastrophe. Ce sont 10 000 équations qui triomphent. L'avion est si sûr de lui qu'il s'est permis toutes les excentricités. On s'amuse à faire le plus petit avion du monde. L'avion auto. L'avion à aile pliante. Et l'avion parasite à réaction. L'hélicoptère avec sa voilure tournante a été l'un des premiers à lancer le cri de révolte. Le ballon s'est offert pour aider le plus lourd que l'air qui devait le détrôner. Des ingénieurs assistaient angoissés au trébuchement d'un prototype. Aujourd'hui, c'est le vol d'un groupe d'hélicoptères. C'est la poste. La pulvérisation d'insecticides. Les sauvetages. C'est le fauteuil à hélice, le taxi qui maraudera le long des cheminées. Il faudra désormais, en bâtissant les immeubles, prévoir une porte donnant sur le ciel avec concierge, cordon et escalier. Les ingénieurs se permettent aussi d'effectuer des croisements de races. Tenez, c'est un sang mêlé entre deux dynasties d'hélicoptères et d'ailes volantes qui aboutit au Vuk Sikorsky Skimmer. Il réalise en vol toute la gamme des vitesses de 0 à 700 à l'heure. C'est cet engin que des gens, voulant à tout prix avoir raison, ont appelé soucoupe volante. On équipe en moteur à réaction tout ce qui vole. Le Bell XS-1, qui dépasse la vitesse du son avec son fuselage fusée et ses moignons d'ailes. Toute la gamme des avions supersoniques auxquels on donne des ailes en flèche, en V ou en triangle, minces comme des lames de rasoir. L'homme qui pilote ces monstres parvient déjà aux limites de ses pouvoirs. On l'étend sur une couchette pour que dans les évolutions, la danse de son cerveau dans sa boîte crânienne ne l'aveugle pas trop longtemps. L'homme ne trouve plus que son intelligence à empocher dans la machine de demain. Et en cas de panne, on ne compte plus sur lui, on l'éjecte. À force d'ajouter au corps d'un planeur de plus en plus fin, celui d'un moteur à réaction de plus en plus audacieux, on en est venu à souder les deux et à donner des ailes au corps fuselé d'un moteur. C'est l'avion Leduc, le plus avancé dans l'avenir. On l'appelle le tuyau de poêle. Ce n'est qu'un long tube ouvert à l'avant, ouvert à l'arrière, qui avance dans l'espace. Par le nez, il se gorge d'air et par la vitesse, le comprime au passage dans son goulot central et le crache brutalement par sa queue après mélange et combustion dans le pétrole. Cet avion prodige est encore trop bébé pour prendre seul son élan. Un avion mère le porte sur son dos pour l'élever à l'altitude et au régime de vol à partir desquels il attaque seul son numéro de virtuose supersonique, sans piston ni cylindre, sans compresseur ni hélice, sans turbine, sans rien que son trou axial qui avale l'espace et le transforme en poussée. Aujourd'hui, quand on pense que l'avion à réaction fait 3000 km, la fusée 5000 km à l'heure, on hésite devant l'avenir. On a peur de donner de tels projectiles à des hommes si lents à déchiffrer leur destin. Car aujourd'hui, plus que jamais, on découvre par les sciences et les techniques l'enchantement ou la terreur. L'un ne va jamais sans l'autre. Les doux mathématiciens qui décomposent les sublimes mécanismes de la ronde des astres, les astronomes, les astrophysiciens ont à leur côté, parfois sans qu'ils le sachent,
des états-majors qui les guettent et veulent usurper leur savoir et leur imagination. Les galaxies en fuite, tous ces autres univers en forme de spirale où évoluent des milliards d'astres et de planètes, comme dans notre fameuse Voie lactée, dont le Soleil n'est qu'une des étoiles les plus banales, tous ces mondes des éternités et des mystères commencent à intriguer les stratèges. Une nouvelle race de conquérants du ciel est née, les astronautes. Les Christophe Colomb du système solaire qui envisagent de tenter demain le grand saut périlleux sidéral. On a déjà contacté la Lune avec le radar, on connaît donc la route. On prépare déjà des fusées dérivées du V2 qui monteront à 300 ou 400 km d'altitude et même plus. Poussée par la combustion de ces gaz, la machine part sans fantaisie. Elle crache ses gaz en feu, s'appuyant ainsi sur sa béquille à réaction, montant toujours, atteignant pour la première fois le domaine des horizons courbes, pour y photographier un canton d'arc terrestre avec ses habitants perdus dans la grisaille des lointains, avec toutes leurs histoires de murs mitoyens. On a beau n'être que ça, des poussières sur une boule qui n'est que poussière dans une foule infinie d'autres boules, que déjà, avec cette nouvelle fusée, on parle de malheur. On l'a étraîné sous forme de V2. Le ciel devient la plus surveillée des frontières. Et l'on parle de guerre intercontinentale avec fusée atomique. Le maniement d'armes, aujourd'hui, on l'enseigne dans les laboratoires. Et ainsi, les équations transcendantes des champions du prix Nobel sont devenues les seuls secrets d'État. Mais dites-moi, tous ces savants qui cherchent et qui trouvent, on les admire, on les honore, mais on en a aussi un peu peur. Ils ont des responsabilités écrasantes. Comment vivent-ils? Comme tout le monde, simplement, modestement. Einstein vit paisiblement dans sa petite maison de Princeton. De Broglie prend le métro pour s'en aller à l'Académie des sciences. Joliot pêche sur son petit bateau à l'Arc Ouest, en Bretagne. Tenez, quand on voit sa femme Irène en tenue de bain, on ne croirait pas qu'elle est si bonne mathématicienne, une si grande physicienne. D'ailleurs, ils ne savent pas tout. Joliot a cru inventer un merveilleux dispositif pour mieux pêcher. Mais son marin n'y croit guère. On peut être prix Nobel, avoir déjà les deux pieds dans le monde de demain, sans pour cela négliger les sagesses de la vie. Il est facile de leur accrocher des visages d'épouvante à tous ces hommes et de leur attribuer nos responsabilités. Sauf l'heure de la petite étincelle, sauf celle de la découverte. Ils sont avec nous, comme nous, dans le bain, avec leurs affections, leurs familles. Et vous avez sans doute raison, mais le public ne le sait pas. Tenez, vous me donnez une idée. On pourrait en effet poser une bonne fois la question, et justement, l'UNESCO siège à Paris en ce moment. Je vous y emmène. Ah, vous allez peut-être pouvoir me dire enfin ce que c'est exactement que l'UNESCO. C'est une filiale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science, la culture, enfin tout, quoi. Son but est de favoriser la compréhension mutuelle des nations et d'aider à la diffusion du savoir. Elle s'occupe en somme de collecter des idées, de les confronter, de les faire circuler. Ses délégués, ses collaborateurs viennent de tous les horizons. Elle fait appel à tous les hommes de bonne volonté. On peut même y parler dans ses séances publiques. Aquellos puntos que sean más efectivos y necesarios. A un Estado le interesan en principio por igual todas las cuestiones relativas a la educación, la ciencia y la cultura. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je demande la parole. Que peut-on faire pour mieux diffuser les derniers enseignements des sciences et des techniques et éviter que des découvertes scientifiques ne soient stockées comme des grenades dans les arsenaux? Que peut-on faire avant le désastre? Que compte-t-on faire pour éviter que la science atomique ne mène à la guerre atomique? C'est la question que nous nous posons tous. On tuait à la bombe et à la mitrailleuse dans l'enfer des batailles à 3 dimensions.
au coup terrible des avions suicides où des héros fanatiques avilissent la vie humaine jusqu'au niveau du robot, aux danses macabres d'hommes et de machines, aux hécatombes de civils et de soldats, pilotes, techniciens ou manœuvres des machines faucheuses de génération, aux brûlés vifs par lance-flammes. Faudra-t-il ajouter les bûchers atomiques et les lentes agonies des morsures radioactives qui ravageront tout ce qui vit sur Terre en l'anémiant jusqu'au seuil de la mort? Ce n'est tout de même pas Hiroshima qu'ont voulu Pierre et Marie Curie lorsqu'ils ont découvert le radium. Ce ne sont pas 200 000 morts en un millionième de seconde. Les destructions des villes par taches de pelade de 1500 mètres de rayon ou l'effacement des capitales par bombe à hydrogène. Ce ne sont pas les êtres vaporisés par l'onde calorifique de la bombe atomique, les êtres qui n'ont laissé sur le sol le ciment et le bitume de la rue que l'ombre de leur corps avant de disparaître en vapeur. On décore les savants, on leur donne des prix Nobel, à Marie Curie pour la radioactivité, à Fleming pour la pénicilline, à Einstein pour être le Newton des temps modernes. La science est neutre. Tout le monde devrait en profiter. Quelques esprits dominent la mêlée. Einstein est de cela, comme les Jean Perrin, les Langevin, les De Broglie, les Fermi, les Szilard, ceux qui ont ouvert l'âge atomique, l'âge nouveau, et qui, une nuit de 1945, dans le désert de New Mexico, attendant qu'Oppenheimer mit le feu à l'atome, savaient bien que si leurs calculs étaient justes, ils aboutissaient à l'apothéose de 50 années de recherche de Becquerel à Niels Bohr, mais qu'ils allaient poser à toute la race humaine le plus terrible et en même temps le plus simple des dilemmes de l'histoire. Vivre ou se suicider. Alors, bravo. Vous avez été fort. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le seul problème de notre époque. Casque, s'il vous plaît. La séance est terminée. Donc, pour moi, la séance n'est pas terminée. Je vous avais dit tout à l'heure, avec presque un air d'apocalypse. Dites-moi, qu'est-ce que ce serait pour vous, l'apocalypse? Pour moi, l'apocalypse est moins une prophétie biblique qu'un corollaire des temps présents. Ce sera peut-être une sorte de conclusion chaude de la guerre froide. Quand on voit tant de génies scientifiques aux ordres de si minces cervelles, on se dit qu'ils feront éclater la Terre. Mais la Terre n'éclatera pas. La mort apocalyptique sera plus minable que ne veut notre imagination. Elle tuera l'atome, le neutron, les rayons. Ceux qui n'auront pas été gazéifiés dans une gerbe de feu, dans quelques protubérances analogues à celles qui font la chevelure atomique du Soleil et que nous propose la bombe à hydrogène jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres d'altitude, ceux qui n'auront pas été étouffés, broyés ou brûlés, mourront dans la lenteur tragique des morsures radioactives. Et alors, les nuages radioactifs se mettront à voyager autour de la Terre, sans qu'aucune force au monde puisse ralentir l'intensité d'émission. Il n'en faudra pas beaucoup plus pour qu'après un tel forfait, le livre de la science devienne un casier judiciaire, pour que la Terre se dépeuple et à force de voir se blanchir le sang de ses hommes, devienne une sorte de désert rongé par les particules, une sorte d'astre chauve baladant pour des milliers d'années sa radioactivité en lieux et places d'une civilisation. C'est à nous de choisir. Choisir. Il y a encore bien des points sur lesquels il faudrait que vous m'éclairiez. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Demain, vous êtes libre? Oui. Bon. Eh bien, pour ma dernière journée, je vous emmène à Versailles. Bon, volontiers. Mais vous nous avez parlé hier d'âge atomique. Je voudrais comprendre en quoi les inventions de la science annoncent un âge nouveau. Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons en attendre de bon? Si nous voulons l'appliquer à des usages pacifiques, nous pouvons tout espérer de la plus grande révolution scientifique de tous les temps. Si vous voulez, je vais vous expliquer ça. Asseyons-nous. Cette révolution qui nous permet désormais de libérer
l'énergie enfouie dans la matière. E égale mc2. L'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km/s. Ce qu'Einstein avait prévu et formulé par le calcul est aujourd'hui réalisé par la technique. Cette formule toute simple signifie en quelque sorte qu'une livre de n'importe quel corps contient une énergie de 11 400 000 kWh et de 6 milliards de kilos de charbon. En quelque sorte, l'énergie n'est que de la matière sous une autre forme. D'immenses usines laboratoires ont dû être construites pour isoler ce fameux uranium-235. Lorsqu'on pénètre dans ces avant-postes du monde de demain, lorsqu'on y travaille, même chaque jour, malgré l'habitude, on ne peut s'empêcher de ressentir les premières pulsations des découvertes naissantes qui vont transfigurer à jamais nos existences. N'est-ce pas au voisinage des cyclotrons, ces étranges pièces d'artillerie atomique dont les champs magnétiques sont si puissants qu'ils peuvent accélérer les particules jusqu'aux confins de la vitesse de la lumière, que l'on ressent le plus cette imminence de la découverte? Derrière ces instruments et ces manipulations qu'on exécute parfois avec des appareils de prothèse pour se sauvegarder des émissions radioactives, au bout du doigt des savants, ces 500 millions de robots qui nous aideront à gravir les chemins si malaisés du bonheur. Vous comprenez la révolution totale que cette découverte et ses applications peuvent amener dans nos vies. Le jour où les hommes pourront disposer à leur gré de l'énergie de la matière, il ne dépendra plus que d'eux, que ce soit l'âge d'or, mais ils risquent aussi par entêtement de faire sauter le monde. C'est à nous de choisir. Je choisis l'âge d'or, évidemment, mais j'ai du mal à y croire. Pourquoi pas? Il s'annonce déjà. L'homme est devenu de plus en plus maître de son destin. La science et la technique nous ont permis de multiplier à l'infini nos forces créatrices. Elles nous ont permis de construire des œuvres de géants. Nos armées de machines peuvent partir avec nous à la conquête de nouvelles sources d'énergie, en captant les torrents, en supprimant les inondations et l'érosion du sol, qui est un des fléaux les plus terribles. Ni ennemie, ni gouvernante, la machine n'est que ce que nous voulons qu'elle soit. Nous ne serons des apprentis sorciers que si nous le voulons bien. Que serait-ce si les machines savaient penser? Les nouveaux cerveaux électroniques exécutent en quelques minutes des calculs transcendants, mieux que des milliers de mathématiciens travaillant durant des siècles. Ces machines sensationnelles ont déjà une mémoire artificielle par ultrasons ou magnétisme. Elles défient tous les prodiges. Elles ouvrent une ère nouvelle, celle où les machines ne décupleront pas seulement les forces de nos muscles, mais libéreront aussi notre intelligence de toutes ces corvées. Ces machines pensantes nous permettront d'en construire des milliards d'autres qui travailleront pour nous. Elles nous aideront à généraliser l'emploi de l'énergie atomique. On trace déjà les plans des premières centrales atomiques. Si l'on veut les faire servir au bonheur des hommes et non à la guerre, elles peuvent changer la face du monde. Plus besoin d'extraire du charbon, plus besoin de puiser du pétrole. Les hommes n'auront plus à s'abrutir de travail. L'énergie sera pour rien. L'électricité sera moins chère que l'eau. On captera à distance l'énergie atomique émise par les centrales, comme on capte aujourd'hui les ondes de la radio. On contrôlera les climats. On moissonnera au Sahara. La nature détenait un secret millénaire en associant l'eau, le gaz carbonique, les sels de la terre et l'action de la lumière solaire pour former les végétaux, les feuilles, les fruits. On l'appelle photosynthèse. Aujourd'hui, la science est prête à reproduire artificiellement cette fameuse photosynthèse. Des usines fabriqueront des champs de blé. La famine qui menace notre monde surpeuplé sera à jamais conjurée. On réalisera des récoltes géantes, des Beauce, des Canada, des Ukraines de synthèse. Et l'on peut imaginer que ce serait le début de l'âge d'or. Eh bien, je suis content que vous m'ayez entraîné dans cette aventure. Au début, je me croyais hors du coup. Maintenant, je me sens responsable. Aujourd'hui, comme vous, des millions de gens cherchent à y voir clair. Nous n'aurons jamais une telle chance de réussir notre destin.